Bonjour tout le monde, content de vous retrouver pour cette vidéo particulière puisque on a décidé sur cette chaîne eh bien, de vous partager les entretiens avec les historiens et les historiennes que nous réalisons, que ce soit en live ou sinon pendant nos documentaires. On s'est dit que ce serait mieux rangé si c'était sur une seule et même chaîne. Donc là voilà, et donc cet entretien est ici avec Martin Aurel. Martin Aurel est historien, spécialiste de la période médiévale, 12e, 13e siècle, plus généralement de la chevalerie. Cet entretien de plus d'une heure, il a été réalisé dans le cadre de ce documentaire que vous voyez ici, qui est Guillaume le Maréchal, le meilleur chevalier du monde. L'idée de ces entretiens, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, et bien comme ça au moins on vous met au complet ces entretiens avec nos questions et les réponses de nos intervenants. C'est un entretien qui est particulier, puisque Martin Aurel nous a malheureusement et brutalement quitté le 8 février 2025. Cet entretien que nous avons fait avec lui, eh bien, il a été fait quelques semaines avant sa disparition. Et comme nous l'avons dit dans la vidéo, nous avons évidemment une pensée émue pour lui, bien sûr, mais aussi pour ses étudiants, ses amis et sa famille, et pour le temps qu'il a partagé avec nous. Encore une fois, merci. Bon entretien à tous, et j'espère que cela vous plaira, que ces formats vous plairont. Bon visionnage. Super, et ben on est parti. Déjà, avant tout, merci beaucoup Martin Aurel de nous donner de votre temps. Merci à vous. C'est super, on parlait de Guillaume le Maréchal, parler de la chevalerie, parler de l'Empire plantagenet aussi. C'est des sujets que vous avez traités dans de nombreux ouvrages, donc on est vraiment ravis de vous avoir pour cette vidéo. On va commencer, j'aimerais bien que dans un premier temps, on parle un petit peu de tout le contexte de cette période du XIIe, XIIIe siècle. Dans le Chevalier lettré, vous parlez d'une révolution qui a lieu au XIIe siècle. De quelle révolution vous parlez à ce moment-là? Les historiens médiévistes parlent de renaissance du XIIe siècle, un peu à l'image de ce qui se passera au XVIe siècle, c'est-à-dire un mouvement de renouveau, d'efflorescence intellectuelle, de retour au classique aussi, de redécouverte de la littérature latine, avec une éclosion extraordinaire du nombre d'écoles, même des écoles dans des villages. Il y a un moine d'une famille nobiliaire picarde qui s'appelle Guibert de Nogent, qui raconte que quand il était petit, dans son château, il était très très difficile de trouver des précepteurs, de tuteurs, de professeurs savants pour éduquer les enfants. Et il dit, ce n'est pas comme 30 ans après, où je vois que partout, il y a de très bons professeurs, de très bon niveau. Ça s'est répandu dans toutes les familles aristocratiques. Donc il y a véritablement ce renouveau dans la culture, ce goût de l'être, parce que nous avons souvent l'idée des nobles, des chevaliers comme des brutes épaisses avec leur épée, a fortiori avec leur masse d'armes en train de cogner désespérément sur leurs adversaires. Ce n'est pas du tout cela. Ce sont des gens qui savent très souvent écrire. Et s'ils ne savent pas écrire, c'est le cas de Guillaume le Maréchal, qui était inculte, paraît-il, mais en revanche, Guillaume avait une mémoire colossale et il chantait très bien, ce qui faisait qu'il avait un grand prestige à la cour. Il était adoré par les dames qui souvent font et défont les réputations. Et cette capacité de mémoriser intervenait dans un contexte où il y avait des chansons, des poèmes de partout grâce à cette création, à cette efflorescence intellectuelle. Et elle vient d'où cette efflorescence intellectuelle? Est-ce qu'elle a un lien avec la réforme grégorienne, par exemple, qui amène ce renouveau? La réforme grégorienne est un aspect important puisque désormais, il y a des clercs qui sont beaucoup mieux formés dans les écoles cathédrales sous la direction de l'écolâtre, l'écolâtre étant chanoine, c'est-à-dire un membre de l'élite cléricale, de l'entourage de l'évêque, qui contrôle les licences, c'est-à-dire la permission, la licence d'enseigner. Et il n'y a pas que dans la cathédrale, vous avez aussi ce qu'on appelle des collégiales, des réunions de prêtres savants, un peu partout dans les villages. Saint-Bernard de Clairvaux, un contemporain de Guillaume le Maréchal, qui écrivait un latin parfait, avait été formé dans un tout petit village de l'arrière-pays de Dijon, et pourtant il maîtrisait très très bien le latin. Donc ça tient, comme vous l'avez dit, à la réforme grégorienne qui élève le niveau moral du clergé, mais aussi son niveau intellectuel, sa culture générale. Et qui permet du coup au reste de la société aussi, après, de profiter de cette révolution, et notamment qui va toucher les chevaliers. C'est comme une sorte de percolation, comme le café, ça part du sommet vers la base, ou comme une montagne où il y aurait de la neige, et puis ça fond et ça se répand dans toute la société, absolument. D'accord, très bien.
Justement, on parle un peu de Guillaume le Maréchal. J'aimerais parler du contexte dans lequel évolue Guillaume le Maréchal, dans cette France-Angleterre à ce moment-là, avec l'Empire plantagenet et le Royaume de France. Est-ce que vous pouvez nous faire peut-être un contexte, un panorama de cette période et de ces zones géographiques? Oui, Guillaume le Maréchal a eu une enfance qui n'est pas du tout de tout repos ou paisible, puisqu'il a grandi pendant la guerre civile. La mère d'Henri de Plantagenet, dont je vous parlerai, l'impératrice Mathilde, Maud, comme c'était une femme et que l'aristocratie anglaise était plutôt misogyne, elle a été interdite de prendre son héritage. C'était la seule héritière légitime de Henri Ier, roi d'Angleterre, qui avait par ailleurs une trentaine de bâtards. Mais désormais, les bâtards, contrairement à son père à lui, Guillaume, le conquérant de la Normandie, n'avait plus accès, en raison de la réforme grégorienne, mais aussi des mentalités nobiliaires, au titre royal. Il y a une vaste guerre civile, mais ça avait aussi commencé sous Henri Ier. Il y a cette anecdote célèbre où Henri Ier, le roi d'Angleterre, est en train d'assiéger un château que défend le père de Guillaume le Maréchal. Il a réussi, le roi, à capturer sa famille et il prend l'enfant qui a 2 ou 3 ans, Guillaume, il le met sur le plateau de la catapulte et avec son couteau, il menace de couper le bout de corde qui déclencherait la catapulte, l'envoyer à son père. Son père, depuis le créneau, lui dit fais ce que tu veux, je m'en fous, j'ai le marteau et l'enclume pour faire d'autres enfants. Bon, c'est cru, tout le monde comprend, tout le monde rigole. Alors le pauvre Guillaume le Maréchal devait avoir 2 ou 3 ans, mais il n'a pas été particulièrement traumatisé psychologiquement. Je pense que ça l'endurcit, ça passe ou ça casse. Ce n'était pas dans son cas, il était prédestiné à la chevalerie. Et donc il a grandi dans un milieu où les troupes étaient très nombreuses, des troupes de chevaliers. Il a appris à monter très très jeune, déjà avant de savoir marcher, on l'a mis sur un cheval d'arçon, et puis ensuite sur des poneys. À l'époque, les chevaux au garrot font en 60 à tout casser, ils ne sont pas comme nos chevaux. Petit à petit, les races se perfectionnent au fur et à mesure que le XIIe siècle avance. Donc il maîtrise de l'équitation, il maîtrise aussi du maniement de la lance, de la pique qu'il faut caler sous son aisselle très fortement et avec laquelle il faut désarçonner, faire tomber du cheval son adversaire. Donc il y a un entraînement militaire qui est extrêmement poussé. Cet entraînement, c'est rare qu'on puisse l'avoir chez son père, sauf si son père est très très riche. Pour le cas de Guillaume, c'est un de ses parents, Patrice de Salisbury, Patrice de Salisbury, qui va le former, qui va le prendre dans sa troupe. Or, c'est un personnage extrêmement important en Angleterre, au point qu'il est venu ici en Poitou, tout près d'ici, pour protéger Aliénor d'Aquitaine, la duchesse d'Aquitaine, qui avait épousé Henri II, le roi d'Angleterre. Et là encore, à une trentaine de kilomètres d'ici, la famille de Lusignan, une très grande famille poitevine, a attaqué le cortège de la duchesse, de la reine d'Angleterre, Aliénor d'Aquitaine, et ils ont tué donc Patrice de Salisbury, l'oncle de Guillaume. Guillaume a été blessé de façon très traîtresse. On lui a cloué une lance par le dos. Et il a été laissé presque pour mort. Il est tout jeune, il doit avoir 17-18 ans. Mais Aliénor d'Aquitaine a été très très frappée par son courage. Elle a pu s'enfuir grâce à Patrice et à Guillaume. Donc elle a tout fait pour obtenir la rançon, pour le racheter de ses geôliers, des Lusignans. Et ensuite, à partir de ce moment-là, elle devient une sorte de protectrice. La chanson de l'histoire de Guillaume dit qu'elle le combla de cadeaux, de chevaux, de robes. Donc désormais, Guillaume a les richesses qu'il faut pour entreprendre sa carrière aussi brillante qu'on lui connaît. Justement, l'Empire plantagenet, c'est un empire... Déjà, le terme d'empire pose un petit peu question sur l'Empire plantagenet. Le terme empire est inexact, puisque imperium veut dire de façon abstraite gouvernement, pouvoir. Mais ici, du point de vue géographique, ce terme ne peut être appliqué qu'au seul empire, l'Empire romain, qui a subsisté en Orient, l'empire que nous appelons byzantin. Et il y a aussi, bien sûr, depuis Charlemagne, l'empire latin d'Occident, l'empire romain germanique. Or là, nous avons quelque chose qui est différent. Mais il est très difficile de
définir, de trouver le mot exact pour ce conglomérat de principautés territoriales, de duchés, de comtés, de royaumes aussi, puisqu'il y a l'Angleterre, qui s'étend du mur d'Adrien. C'était la limite des Romains quand ils ont conquis la Grande-Bretagne. Au-delà, c'était l'Écosse, le pays de Pictes, ou des Scots. Et puis aussi, l'Empire plantagenet s'étend de l'autre côté de la mer d'Irlande, puisque des chevaliers normands installés au pays de Galles conquièrent une partie, pour le grand malheur des Irlandais, on connaît leur histoire, une partie de l'île voisine. Et ensuite, vers le sud, ça s'arrête aux Pyrénées, puisque avec le mariage d'Henri II et Aliénor d'Aquitaine, le duché d'Aquitaine, au sud de la Loire, passe dans cet empire, et le noyau originel, c'est l'Anjou, le Maine et la Normandie. Donc c'est presque tout l'ouest de la France, même le centre-ouest de la France, et une partie de l'Angleterre et de l'Irlande. C'est les historiens anglais qui utilisent peut-être le terme Commonwealth presque pour parler de cet empire? Oui, absolument. Il y a un historien au début du XXe siècle qui a parlé de Commonwealth. Ils ont parlé aussi d'empire angevin. À la fin du Moyen-Âge, les Tudors reprennent le trône d'Angleterre au détriment de Plantagenet, et le terme devient très péjoratif puisqu'il est utilisé par leur propagande. Pour justement laisser de côté le terme Plantagenet et légitimer, j'imagine, le pouvoir de la nouvelle dynastie. L'empire. Alors, dans l'historiographie, la façon d'écrire l'histoire du XIXe siècle, il y a des Anglais qui ne sont pas très fiers de cet empire, parce que ce qu'ils aiment, c'est un splendide isolement, être tranquille entre eux. Donc, ils trouvent que ces aventures continentales n'ont pas apporté grand-chose et que se mêler avec les Français, c'était peut-être pas très intéressant, qu'il fallait regarder dans les îles. Et justement, quel est le rapport entre cet empire plantagenet et le royaume de France? Est-ce que le royaume de France a peut-être des envies de défaire cet empire, ou est-ce que finalement il y a des ententes cordiales finalement? Oui, le terme empire est d'autant plus trompeur que l'ouest de la France dépend du roi capétien. Donc Henri de Plantagenet, Richard Cœur de Lion, Jean Santerre ont dû prêter l'hommage au roi de France, c'est-à-dire ils ont dit se mettre à genoux, joindre les mains, les mettre dans les mains de son seigneur qui lui est assis, le roi de France en position de majesté, de supériorité. Donc parler d'empire est d'autant plus faux que tous ces territoires, parfois on voit la carte avec une grosse tache rouge, la couleur de l'Angleterre à l'ouest, et puis le petit domaine capétien bleu, mais c'est inexact, parce que malgré tout, les Plantagenets, pour leur possession continentale, doivent l'hommage au roi de France. Ils sont sous sa mouvance, sous sa dépendance. Donc ils sont à la fois seigneurs avec personne au-dessus d'eux en Angleterre, mais à la fois obligés du roi de France pour ce qui est des possessions continentales. Tout à fait. Et cela entrave leur action. Cela provoque beaucoup de guerres aussi, puisque chacun se croit dans son droit. Si on est comte d'Anjou, on est maître chez soi en Anjou. Et le roi, au fond, n'a pas le droit à venir, sauf s'il y a des négociations, s'il y a un contexte diplomatique précis. En revanche, le roi considère qu'il est empereur en son royaume, qu'il est maître de tout le territoire, de ce qu'il appelait la Francie occidentale, depuis le partage de Verdun au IXe siècle, où l'ouest de l'Empire avait devait relever de Charles le Chauve. Ses descendants, carolingiens puis capétiens, sont les maîtres de ce territoire. Il n'y a pas de raison que d'autres interfèrent. Donc il y a là des luttes, mais vous trouvez la même chose à l'intérieur de l'Empire plantagenet pour les rois d'Angleterre eux-mêmes, ou pour le duc d'Aquitaine, ou pour le comte d'Anjou, puisque vous avez des vicomtes qui sont très très anciens. La dynastie remonte à l'époque carolingienne, tout près d'ici les vicomtes de Châtellerault, les vicomtes de Thouars, la famille de Lusignan dont on a parlé. Et ils sont très fiers de leurs racines et ils considèrent aussi leur indépendance, leur château. Le roi n'a aucun droit, et le duc non plus, à y pénétrer. Donc vous voyez, il y a une sorte d'enchevêtrement, de marqueterie, de mosaïque, de châtellenies indépendantes, avec des enclaves, avec des territoires qui tendent chacun d'entre eux à l'autonomie. C'est ce qu'on appelle la société féodale. Pourquoi féodale? Parce qu'on reçoit un fief en échange de l'hommage, mais on est maître chez soi quand on a un fief aussi. On doit à peine 40 jours par semaine de service militaire à son maître, en échange de ce fief, de cette terre.
Oui, donc c'est vrai que la notion d'État, comme on peut aujourd'hui imaginer dans la conception de royaume ou d'empire, est loin, puisque c'est la société féodale qui, comme vous le disiez, fait que chacun sur son territoire est maître chez soi. Donc l'influence du roi est relativement limitée, même s'il a l'hommage de ses vassaux. Oui, le pire ennemi de l'historien est l'anachronisme. Or, nous vivons dans un monde qui est très jacobin, qui est très centralisé, bureaucratique, où l'administration est omniprésente et tout part vers Paris. Donc ce monde-là, avec un monopole de la violence qui est assumé, cette violence légitime par l'armée, par la police, sous la dépendance d'un président dans une république élue, sans parler du sentiment national français, tout cela n'existe pas au XIIe siècle. Donc il faut avoir une démarche anthropologique, c'est-à-dire essayer de se mettre dans la peau de ces gens, dans leur univers mental, comment ils percevaient le réel, les réalités sociales, politiques, même le terme politique, certains historiens le rejettent pour le XIIe siècle, c'est dire. C'est des rapports de force. Alors ce n'est pas toujours de la violence, attention, parce qu'il y a des façons de régler les conflits par la palabre, la négociation, les échanges de cadeaux, mais aussi les échanges de femmes, les relations matrimoniales, les stratégies matrimoniales qui recoupent des stratégies patrimoniales ou politiques. Donc c'est une société aussi qui est un équilibre. Pour parler d'univers mental, j'aimerais qu'on revienne aussi sur les chevaliers. Il y a le terme de milites qui revient beaucoup pour désigner les chevaliers. Est-ce qu'on pourrait faire un point sémantique peut-être sur le terme milites et qu'est-ce qu'il désigne? Au départ, miles au singulier, milites au pluriel, désigne le soldat, le légionnaire de l'armée romaine. Mais le latin, qui est la langue de l'écriture, la langue de culture, évolue bien sûr au cours du millénaire qui suit l'effondrement de l'Empire romain, et le terme désigne de plus en plus une catégorie de guerriers, de combattants nobiliaires, aristocratiques, ou en tout cas qui appartient à une élite. Et en parallèle du terme latin miles, qui évolue dans ce sens, donc on ne peut plus traduire au XIIe siècle miles par soldat ou par légionnaire, il faut dire chevalier. Il y a un autre mot de latin tardif qui dérive de caballus, qui est une forme populaire de equus, de cheval. Equus, ça donnait équitation. Et caballus, ça donnait cavallerius, c'est ce qui a donné en langue française chevalier. Et donc, ces deux termes-là, miles, chevalier, qui sont interchangeables, renvoient désormais à la monture. La guerre est devenue quelque chose de très élitiste. Elle est réservée à quelques combattants qui ont les moyens de payer des chevaux de prix, des destriers, qui ont les moyens aussi de s'armer pour bien se protéger par des cottes de mailles, de fils de fer bien stressés, de casques aussi, de aumes. Alors à l'époque de Guillaume le Maréchal, c'est un casque avec juste un nasal, de plus en plus de casques en forme de seau. Et il y a encore dans l'histoire de Guillaume le Maréchal cet épisode où il a reçu un coup sur le casque au point qu'on n'arrive pas à le sortir de sa tête. Et donc il faut faire appel au forgeron avec ses tenailles, avec sa force pour dégager le visage dégager la tête de Guillaume de ce casque. Mais tout cela est très coûteux et réservé donc à une élite. Et en même temps, un cavalier, et surtout quand le cavalier agit ensemble avec une vingtaine d'autres chevaliers, ce qu'on appelle un conroi, ce groupe de chevaliers au galop avec cette forêt de lances que l'on voit apparaître, il vaut mieux disparaître du paysage, sinon on se fait enfourcher, on se fait ratatiner par les sabots des chevaux. Donc c'est une force de frappe extraordinaire. Et là, c'est réservé à une élite, aux gens qui ont les moyens. C'est pourquoi la plupart des chevaliers sont des nobles. Il y a des cas d'ascension sociale, mais c'est rare et puis c'est difficile à cerner dans la documentation parce que quand vous sortez du ruisseau, vous ne le proclamez pas à tous les coins de rue. Vous avez une conscience généalogique très poussée qui fait que vous voulez vous donner des racines généalogiques prestigieuses. Mais il y a pu avoir des cas effectivement de paysans aisés qui ont pu payer des chevaux pour leurs enfants ou des personnes qui, pour leur qualité physique ou guerrières, ont pu être intégrées par les groupes de chevaliers. Le cheval semble être quelque chose d'essentiel dans la définition du chevalier, c'est-à-dire que
Et vous parlez d'une élite, donc c'est une élite qui n'est pas forcément liée à la noblesse parce que cette noblesse-là a les moyens, mais finalement, encore au XIIe siècle, on voit des gens, alors peut-être on a peu de sources, mais on peut voir des gens qui sont issus de la paysannerie, qui ont les moyens et qui peuvent du coup rentrer dans ces groupes d'armes, dans ces groupes de chevaliers. Oui, c'est beaucoup plus marqué dans le sud de la France, où l'on a beaucoup de paysans libres depuis l'époque des colons romains, des paysans souvent riches, on les appelle des alleutiers parce qu'ils ont un alleu. L'alleu, par opposition au fief, implique la pleine propriété d'un territoire, et ces gens donc peuvent intégrer la chevalerie. En Italie, c'est encore beaucoup plus flagrant parce que les Italiens n'ont pas honte de faire du commerce, de prendre le bateau. Il faut être très courageux, il faut être très combattant aussi pour se battre contre les pirates, contre les intempéries, pour aller vers des pays orientaux où la situation n'est pas toujours très claire pour les marchands. Donc pour ces nobles, il n'y a rien de mauvais à faire des affaires commerciales. Alors quand vous faites du commerce, à l'époque, soit vous naufragez, vous perdez tout, soit au contraire, vous revenez avec des richesses colossales que vous vendez sur les marchés des ports de Ligurie, de Toscane. Et là, vous pouvez vous acheter tout ce matériau, vous pouvez investir aussi sur des terres nobles, construire des châteaux, donc vous passez à un autre niveau. Dans le nord de la France, c'est plus compliqué parce que le pourcentage de nobles est très faible par rapport au sud de la France ou par rapport à la péninsule ibérique aussi, où tout le monde doit s'armer pour lutter contre les musulmans. Ce sont des pays de frontières. Eh bien, là, c'est plus compliqué d'accéder à ce strate supérieur de la noblesse. Alors, parfois, on a dit que Guillaume le Maréchal provenait d'une famille modeste, mais malgré tout, il était lié à Patrice de Salisbury, donc ce n'était pas si modeste que cela. Et puis même si sa famille n'avait pas le niveau de fortune, il était dans des réseaux et tout de suite on a repéré aussi sa valeur personnelle, ça compte aussi dans ce milieu. On parle de matériel qui coûte cher. Le chevalier ne règne pas forcément, il n'a pas forcément des terres. Ça peut être aussi un chevalier qui peut aller qui va vivre de son activité de chevalier de guerre. Oui, l'exemple de Guillaume le Maréchal est le plus flagrant, puisque c'est un cadet de famille, probablement. Il n'a pas reçu son héritage et il doit gagner sa vie en se mettant à la solde du plus offrant. Le terme solidarius, soldé, ou stipendé aussi, est assez courant chez ces chevaliers. Ça ne les gêne pas de recevoir de l'or. De toute façon, quand ils reçoivent des espèces sonnantes et trébuchantes, il faut les distribuer, il faut les faire preuve de largesse, faire la fête avec ses compagnons d'armes. Donc très souvent, Guillaume le Maréchal a été payé pour son service militaire. Il n'a pas reçu de terre très très tard, bien sûr, puisqu'il se mariait à la cinquantaine. Il a enfin été casé avec un très très beau parti, puisque c'était l'héritière du roi du Leinster, du pays de Dublin. Mais en attendant, il a mis sa force au service du plus offrant. Mais ce n'est pas un cas unique. Au début du XIe siècle, dans le Cotentin, en Basse-Normandie, il y a l'exemple de la famille de Hauteville. Nous savons que Tancrède s'était marié 2 fois et ses seigneurs avaient eu 20 enfants, dont une quinzaine de garçons. Il a dit, écoutez, j'ai un petit fief, je veux le donner à l'aîné, sinon vous allez tous être déclassés. Les autres, vous vous débrouillez, je vous ai appris à faire la guerre. Vous descendez des Vikings, vous savez ce que c'est que de prendre des bateaux pour conquérir des terres ailleurs. Et ils sont partis dans le sud de l'Italie. C'est là où il y avait la guerre entre les Byzantins et les musulmans. Et ils sont devenus rois de Sicile. Et ensuite, ils participent à la croisade. Ils deviennent princes d'Antioche. C'est la grande famille de Hauteville. Vous voyez, ils partent de rien, des cadets de l'aristocratie, de la noblesse, certes, mais ils ont cet esprit d'aventure qui leur a permis de s'élever dans la société. Justement, en parlant de... Oui, pardon. Oui, le mariage, les stratégies matrimoniales à l'époque se mêlent inextricablement des stratégies patrimoniales. Et pour les jeunes, alors au Moyen-Âge on est jeune, juvenis,
tant qu'on n'est pas marié. Le cas de Guillaume est spectaculaire. Il n'a pas de point d'attache, il n'a pas de château, il n'est pas casé, chassé. Il parcourt le pays et il parcourt les tournois parce que c'est là où il y a les richesses. Mais dès qu'on a une épouse, et surtout en Angleterre, le système est très centralisé. L'Angleterre a une précocité administrative, bureaucratique, centralisatrice extraordinaire, et c'est le roi qui contrôle les héritières du royaume. C'est lui qui attribue la main de telle ou telle héritière. Les nobles, à la fin, ils en ont marre. En 1215, quand ils se révoltent contre Jean sans Terre, ils mettent une clause spéciale dans la grande charte qui protège leurs droits, les barons, pour leur dire que le roi n'a plus le droit de les marier à qui il veut. Donc, pour eux, avoir une héritière qui va prendre le château de son père, c'est l'aubaine, c'est l'occasion ou jamais. Et d'ailleurs, on parlait des tournois, mais il faut savoir que sur les gradins de ces tournois, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont admiratives des exploits guerriers. Donc il y a un jeu aussi, c'est un peu le marché matrimonial, ces tournois. Et donc c'est une occasion aussi, puisque malgré tout, elles ont leur mot à dire. Nous, on va dire non, mais c'est très misogyne, c'est une structure où ce sont les parents qui décident, ou le père, à la rigueur, ils sont conseil, c'est un peu vrai. Mais elle peut influencer une femme, il y a un pouvoir informel des épouses aussi, par sa mère, par des tantes, par des femmes influentes. Vous voyez, elle peut aussi choisir son propre mari. Donc il y a un jeu qui est créé autour de cela. Et pour ces hommes, il est très important un jour d'arriver à prendre une proie, on peut dire. Aliénor d'Aquitaine elle-même, c'est une proie. Dès lors qu'elle a été séparée de son premier mari, Louis XVI, roi de France, entre Beaugency au sud d'Orléans et Poitiers, et elle a fait l'objet de 2 tentatives de séquestration chez le comte de Blois, où elle a passé la nuit, et tout près d'ici, quand elle a traversé la Vienne, où à l'endroit où elle aurait dû prendre un bac, eh bien, il y avait le frère de son futur mari, d'Henri II, qui l'attendait pour essayer de la capturer. Donc elle a réussi à contourner l'obstacle, elle a eu vent du piège. Donc vous voyez, ces femmes, souvent, on les veut, et même physiquement, matériellement, on les cherche. Le rapt, c'est aussi un jeu, parce que si la femme est plus ou moins consentante, une fois elle est chez son futur mari, il y a des négociations de la part de celui-ci avec son père, et donc elle est ravie, peut-être au sens de séquestrer, mais elle est aussi ravie parce qu'elle est très contente, vous voyez, au double sens du terme. Donc le mariage joue beaucoup, oui, dans cette société de jeunes célibataires qui cherchent à une épouse qui leur donnera donc un château, des terres, des fiefs. Vous parlez justement des tournois. Je lisais l'ouvrage de Jean Fleury justement sur le tournoi qui est important, puisque effectivement il y a la guerre, mais il y a même Duby parle beaucoup à travers la musique de Guillaume le Maréchal de ces tournois. Comment est-ce qu'ils s'articulent? Quelle est l'importance des tournois pour ces chevaliers à l'époque? Les tournois ont surtout lieu entre Flandre, Picardie, Île-de-France, et ça donnera une supériorité militaire à ces chevaliers colossale. Quand Simon de Montfort, un noble anglo-normand et aussi avec de la famille en Île-de-France, arrive dans le Midi avec une toute petite troupe dans le comté de Toulouse en 1209 à l'occasion de la croisade contre les Albigeois, cet homme fera une bouchée de Toulousains et des Catalans qui sont bien plus nombreux que lui, mais il a un entraînement militaire extraordinaire. Donc le tournoi, c'est la guerre, c'est l'entraînement militaire. Ce n'est pas du tout une joute individuelle, comme ça le deviendra à la fin du Moyen-Âge, avec des murets pour séparer les deux combattants. Ce n'est pas du tout ça, c'est des troupes, des conrois. C'est une vingtaine de chevaliers qui vont s'affronter les uns contre les autres sur des champs, un champ de bataille improvisé. Et donc il y a des poursuites, il y a des exploits individuels aussi, il y a des combats individuels, mais c'est surtout des groupes de troupes. Et l'idéal pour ces gens, c'est d'avoir les meilleurs chevaliers du monde. C'est le cas de Guillaume le Maréchal. Ça devait être comme Messi dans une équipe de foot. Enfin, tout le monde voulait l'avoir dans son groupe de tournoyeurs, parce qu'on savait qu'avec lui, on s'assurait la victoire. Et le tournoi, donc, c'est la guerre. Le tournoi est détesté par le clergé,
parce que il y a cette violence gratuite. Bien sûr, on se respecte, on ne se tue pas, on se rançonne, c'est beaucoup mieux de reprendre les chevaux de prix, de reprendre les armes de celui qu'on a vaincu ou d'exiger de lui de l'argent, une rançon, que de le tuer. Mais il y a beaucoup d'accidents malgré tout. Et puis il y a ce côté dispendieux, la fête, les femmes qui viennent. Donc il y a un prédicateur du XIIIe siècle, Jacques de Vitry, qui dit si vous allez au tournoi, vous allez commettre les 7 péchés capitaux, hein, l'avarice, la luxure, la colère, l'envie, n'y allez pas. Bon. Et puis les rois aussi ils se disent d'une part c'est un très bon moyen de former mes chevaliers, bien sûr les préparer à la guerre, mais en même temps il y a beaucoup de chevaux tués, il y a beaucoup de chevaliers aussi blessés, handicapés à vie. Alors ce qu'ils font c'est d'organiser des sortes de règlements, de champs clos aussi. Ils épointent les lances ou les épées pour éviter des blessures graves. Ils mettent des arbitres aussi qui arrêtent les combats quand ça devient trop sanguinaire. Richard Cœur de Lion a instauré cela à l'époque de Guillaume le Maréchal en Angleterre pour continuer d'avoir des tournois, mais dans un cadre codifié, réglementé, moins violent. Le tournoi, c'est la guerre. Est-ce qu'on fait tant que ça la guerre au Moyen-Âge, comme on peut l'imaginer avec des grandes batailles où on se retrouve, ou est-ce que ça reste assez rare? Oui, c'est très rare. Quand, peu avant la naissance de Guillaume le Maréchal, il y a une bataille très connue, la bataille de Brémule, 1119, en Normandie, entre le roi de France et le roi d'Angleterre. Et au cours de cette bataille, il y a un moine qui vit tout près de là, qui s'appelle Orderic Vital, qui raconte que sur les 300 combattants, il n'y a eu que 3 ou 4 morts. Il dit ils étaient tous protégés par des côtes de mailles, par des boucliers, et ça leur permettait aussi d'avoir la possibilité de se respecter. Et puis ils étaient tous parents, et en plus ils vivaient la charité chrétienne, c'est ce que dit Orderic. Donc la bataille est exceptionnelle, comme dit Georges Duby, le grand maître des études médiévales du XXe siècle. La bataille est une procédure d'épée. Une procédure de paix parce que c'est Dieu qui décide dans une sorte de jugement de ordalie qui doit être le vainqueur. Et c'est lui qui a le dernier mot, arrête la bataille. D'ailleurs, le plus simple dans une bataille, vous visez le chef, vous essayez de le tuer, et tout s'arrête, parce que vous savez que Dieu a parlé, qu'il a émis son jugement. Donc on n'aime pas trop la bataille finalement, parce que ça va mettre fin à beaucoup de guerres, et après tout, si vous êtes chevalier, vous avez intérêt à ce que ça continue, puisqu'il y a un côté festif aussi. Dans la guerre, c'est une fête cruelle peut-être, mais c'est une fête malgré tout, parce que vous avez été éduqué à combattre depuis que vous êtes tout petit, parce que vous voulez briller dans votre exploit personnel, parce que vous gagnez de l'argent aussi, vous rançonnez, et parce que vous affirmez votre supériorité sociale. Rien que d'être sur un cheval, de porter une épée, un bouclier, ça vous met dans un statut par rapport à la paysannerie, par rapport à la bourgeoisie, aux marchands. Donc la guerre, ces gens, on veut l'entretenir, la faire durer. Ce qu'ils aiment beaucoup, c'est les sièges de châteaux, parce qu'à l'époque, on n'a pas de catapultes assez puissantes pour faire tomber les forteresses. L'artillerie n'apparaît qu'au tout début du XIVe siècle. Donc les sièges, ça traîne, on essaie d'affamer les populations, ensuite on négocie avec elles, en échange de rançon, d'argent, les troupes partent, le siège est levé. C'est plus dans cet esprit-là, ou bien de petites escarmouches, de razzias, vous voyez, pour attaquer un village, pour prendre les têtes de bétail ou pour prendre les récoltes, s'enrichir un peu comme cela. Mais on n'a pas des guerres meurtrières, de guerres extraordinairement longues. C'est plus des petites campagnes, des expéditions. D'ailleurs, il y a un troubadour de cette région, enfin un peu plus loin du Limousin, qui s'appelle Bertrand de Born. En tant que troubadour, il commence toujours par un topos, le printemps, la reverdie, les fleurs des champs,
On se dit, chouette, il va commencer à chanter sa dame, sa belle et tendre. Chouette, c'est bien, chouette, il va commencer à chanter sa dame, sa belle et tendre. Mais en fait, non, c'est pas du tout ça. Ce qu'il veut, c'est faire la guerre. Il est content parce que la belle saison est là, il y a des fourrages pour les chevaux sur les champs, on peut partir à l'aventure. Et donc, ça ne se passe qu'à la belle saison, finalement, la guerre. Ensuite, c'est trop compliqué, il fait froid, il faut se nourrir, ça ne marche pas. Donc, il y a un côté jeu aussi dans la guerre. Ce n'est pas des guerres encore avant la guerre de 100 ans, où là, ça change tout, parce qu'il y aura la haine de classe entre les piétons, les milices urbaines et la chevalerie, parce qu'il y aura le sentiment national de plus en plus fort, qui donne une raison d'être pour mourir pour la patrie, pour aller beaucoup plus loin dans la violence. Donc tout cela n'est pas encore très présent dans ce milieu aristocratique où, au fond, tout le monde se connaît, tout le monde est parent, tout le monde est cousin. Pourquoi? Parce que la meilleure façon d'arrêter une guerre, de faire une trêve, c'est de faire un mariage entre les deux clans ennemis. Et donc, à partir de là, les enfants qui naissent, ils appartiennent tous à ce milieu-là, même s'ils proviennent de dynasties ennemies. Il y a la famille, et est-ce qu'on peut parler de code aussi entre les chevaliers pendant la guerre? Comme peut-être en tournoi, on ne tue pas. Est-ce que ce code il est partagé par tous? Est-ce que c'est une loi inscrite quelque part? Ou est-ce que finalement c'est un accord tacite entre les chevaliers? Les historiens médiévistes actuels discutent pour savoir si ces codes-là sont dans toutes les sociétés humaines, donc un regard anthropologique dans la longue durée, ou au contraire, si ces codes sont plutôt chrétiens. Et parfois, on prend l'exemple des samouraïs. Mais attendez, en samouraï, quand vous êtes vaincu, il vous aide à vous suicider, votre ennemi. Donc je pense que la question du christianisme est très importante au XIe, XIIe, XIIIe siècle. La société aristocratique adhère de plus en plus aux valeurs du christianisme, de respect d'autrui, même de charité. C'est dans les textes. Alors vous allez me dire, oui, mais ces textes sont écrits par des prêtres, par des moines, d'accord. Mais les valeurs sont là, on le voit aussi dans les romans de chevalerie, où il y a donc ces codes de respect de l'ennemi, surtout si on vous demande merci, que vous êtes vaincu, que vous êtes par terre, et merci, miséricorde, vous devez tout de suite arrêter le combat, et la personne s'engage sur parole à vous rembourser les frais, à vous verser la rançon que vous lui demanderez, et il part dans son château, il va se saigner à blanc pour trouver les sommes d'argent qu'il faudra, mais il va tenir sa parole. C'est vrai, il y a des codes, il y a cette idée aussi du courage, de l'audace, bien sûr, de la valeur au combat, qui est très très prisée, comme dans toute société militaire, mais il est nuancé, tempéré par ces idées chrétiennes de la valeur de la vie humaine qu'il faut respecter. Il y a Duby qui résume en gros la vie de Guillaume le Maréchal et des chevaliers de cette époque avec 3 règles. Il parle de la fidélité, d'être preux, d'agir en prouesse. Et il parle de la largesse aussi. C'est une forme de générosité, de partage avec ses compagnons d'armes, mais aussi avec les gens qu'on croise. Est-ce que ces 3 règles s'inscrivent justement dans cette loi chrétienne, on va dire? Oui, la loyauté, la fidélité, la valeur de la parole donnée, même si le Christ a interdit le serment, mais dans la pratique, c'est une société qui est fondée sur la parole donnée. Et donc, si on s'engage sur parole, il faut tenir la parole. Donc, d'où la loyauté, d'où la fidélité, surtout dans un groupe de compagnons d'armes, où il y a aussi des rapports hiérarchisés, où il faut obéir au chef. Elle est essentielle. Vous avez aussi parlé de courage, de prouesse. Bien sûr, il y a le groupe, mais il y a aussi les individus qui essaient de briller, comme dans toute société humaine, très souvent. Donc il peut y avoir des tensions au sein d'une troupe. Bon, alors ces tensions-là sont tempérées par la loyauté, par la fidélité, par la camaraderie des armes. Mais il y a toujours parmi les guerriers, certains qui brillent davantage que d'autres, mais c'est voulu, c'est encouragé. Il y a une émulation aussi entre eux. Et puis la largesse. On n'est pas du tout des bourgeois, des marchands qui économisent ou qui investissent ce qu'ils gagnent pour obtenir, grâce à ce capital, d'autres gains. Là, on est dans une société où il faut distribuer, il faut déjà soigner sa propre tenue. Les armes sont très chères, les chevaux. Et puis aussi, il y a votre épouse, les femmes de votre famille.
auxquels vous offrez des robes somptueuses. On a calculé qu'une robe d'Aliénor d'Aquitaine, c'était le revenu annuel d'un fief, d'un petit chevalier, d'un fief de bourse, comme on dit en Angleterre, ou un fief de Lorica, un fief de Aubert, comme on dit en Angleterre. Et puis il faut faire la fête, parce que le soir, il y a le repas principal, où on essaie d'obtenir les mets les plus succulents, les plus précieux, le mieux cuisiné, et où il faut offrir cette alimentation, mais on distribue aussi de pièces de monnaie, on fait des cadeaux, et c'est des cadeaux qui obligent d'une certaine façon. Si vous avez obtenu des biens par le combat, un butin, les gens auxquels vous redistribuez ce butin vous sont éternellement reconnaissants. Donc ça crée des liens, c'est les cadeaux qui obligent. Justement, on parlait de ces 3 valeurs-là. J'aimerais revenir sur la question de la fidélité. Justement, parfois qui peut être un peu... il peut y avoir une dualité des fois dans cette fidélité, puisqu'on peut être fidèle à plusieurs seigneurs. Je pense notamment à l'épisode de 1173, quand Guillaume le Maréchal est à la fois le précepteur de Henri le Jeune, mais en même temps, il dépend aussi de Henri II de Plantagenet. Comment est-ce que les chevaliers vivent cette fidélité, parfois qui peut s'entrechoquer quand 2 seigneurs à qui on a juré fidélité se font la guerre? En théorie, la fidélité est une notion extrêmement élevée. Fides, en latin, a donné foi, même au sens religieux du terme. On fait confiance, on se fait confiance. Et rompre la fidélité est très grave. C'est ce qu'on appelle la félonie, la traîtrise. Mais en même temps, la réalité est telle qu'il y a des confluences ou imbrications de fidélité diverses. Alors sur le plan juridique, sur le plan féodal, on invente ce qu'on appelle l'hommage lige principal, c'est-à-dire qu'il y a un seigneur qui est votre seigneur principal, et après vous pouvez prêter hommage à d'autres seigneurs pour des terres, pour des fiefs, et eux c'est des seigneurs secondaires. Donc il faudra toujours obéir d'abord au seigneur principal, au seigneur lige. Mais dans la pratique c'est extrêmement complexe, puisque vous avez ces systèmes de fidélité diverses, et puis aussi il y a souvent des renversements d'alliances spectaculaires. Vous devez faire des choix dans votre vie qui sont très compliqués. Je pense qu'il faut une grande finesse politique pour tirer son épingle du jeu dans ce milieu. Notamment le moment de 1173, quand j'ai l'impression qu'il est vraiment entre 2 feux, quoi. Guillaume le Maréchal, il se dit, est-ce que je suis le jeune, est-ce que je reste avec le seigneur? C'est un petit peu... Mais bon, il est pardonné, donc finalement il aura bien joué, il a très bien joué. C'est-à-dire qu'en même temps, sa fidélité envers Henri II, Richard Cœur de Lion en 1189, le lui pardonnera. Guillaume renverse, désarçonne Richard Cœur de Lion, qui est un chevalier exceptionnel aussi, et il ne le tue pas, il ne le blesse pas. Et après, Richard voit que c'est un homme loyal envers son père, mais c'était son premier engagement, donc il le reprend aussitôt dans sa troupe, il lui donne des terres et il adopte vraiment. Guillaume le Maréchal aussi a eu affaire à un moment à une campagne militaire, je crois que c'était avec Jean Santerre, qu'il ne sentait pas, et il lui a dit « mais j'ai prêté l'hommage au roi de France aussi, j'y vais pas ». Il pouvait jouer aussi sur ça, il était habile, il n'était pas non plus stupide pour partir dans des aventures qui n'avaient pas de sens. Et à la longue, on l'a récompensé pour cela, puisque toute la société des barons l'ont fait le régent d'Henri III, du roi d'Angleterre, à une période extrêmement difficile, puisqu'il a suivi une ligne de fidélité, de loyauté, mais parfois aussi habilement, puisqu'il fallait prendre des décisions qui n'allaient pas de soi, entre 2 seigneurs. Justement, ce rôle de régent, cette ascension quand même de Guillaume le Maréchal, elle est exceptionnelle. On passe quand même de fils de cadet, de petit seigneur à régent. C'est quand même une ascension rare que l'on observe avec la trajectoire de Guillaume. Oui, c'est vrai que le cas de Guillaume est assez exceptionnel. En même temps, on le connaît très bien, ce cas-là, grâce à Jean d'Herly, qui a commandité cette œuvre, ou qu'il a rédigée lui-même. C'est malheureusement... En plus, on a la chance d'avoir un seul manuscrit, un manuscrit qu'on a découvert au XIXe siècle. Donc, c'est un peu vraiment par miracle qu'on connaît cette vie. Est-ce qu'il y a eu d'autres histoires? Alors, il y a des romans, le roman de Fergus à la même époque, qui raconte l'histoire d'une ascension sociale
similaire de quelqu'un qui sort vraiment du ruisseau, qui ne maîtrise pas les codes. Il y a un côté pastiche, parodie du roman de chevalerie. Ce n'est pas le cas pour Guillaume. Est-ce que c'est exceptionnel? Vous savez, les familles aristocratiques, compte tenu de la médecine de l'époque et aussi de leur genre de vie, parce que très souvent ils ont des accidents à la chasse, même s'ils ne sont pas tués sur les champs de bataille, ils peuvent faire une mauvaise chute de cheval. On a calculé qu'il n'y a que 2 familles sur 3 qui passent le cap d'un siècle. Donc il y a un remplacement d'un tiers de ces familles. Et là, on fait appel à du sang nouveau. À mon avis, il y avait beaucoup de cas comme celui de Guillaume. C'est des sociétés peut-être très, très hiérarchisées, des sociétés, bien sûr, où il y a une conscience généalogique très forte, mais en même temps, il y a une ouverture. Et l'argent ouvre beaucoup de portes aussi. Vous pouvez vous enrichir, vous pouvez mener le genre de vie immobilière. Alors, est-ce que le cas de Guillaume est exceptionnel? Je pense aussi que c'est une société où l'on apprécie la valeur, comme dans toute société. Et on a vu tout ce dont il était capable, et son habileté politique, militaire, lui a valu de l'adhésion des autres barons dans une situation, c'est vrai, très difficile. Il y a eu le cas aussi de la famille de Montfort, qui n'était pas une très très grande famille, Simon of Montfort, qui a épousé la sœur d'Henri III. Eh bien, lui, il a aussi obtenu l'adhésion de l'aristocratie, mais à la longue, il a été battu par son neveu, par Édouard Ier, le prince Édouard. Donc il y a aussi des coups de chance qui font que vous pouvez vous trouver au sommet de la hiérarchie ou bien tomber très bas, c'est sûr, c'est comme dans toute société. À l'époque d'ailleurs, au XIIe siècle, on revient sur un thème philosophique qui avait été inventé à la cour de Théodoric, des rois ostrogoths, au très haut Moyen-Âge par Boès, c'est l'idée de la roue de la fortune. Vous voyez, vous pouvez être très haut et très bas. Les sociétés du XIIe siècle, en particulier avec l'essor des villes et de nouvelles catégories marchandes, sont beaucoup plus complexes que les sociétés traditionnelles. Donc on peut avoir ces exemples de mobilité sociale. Et aussi, il me semble que c'est Duby qui parle en même temps de... pour garder les héritages, on essaie de restreindre aussi les descendances, mais du coup, si les descendances ne se passent pas très bien, on peut avoir des familles qui disparaissent liées à ça. À vouloir sécuriser un fief par sa descendance, en fait, la descendance se restreint très vite, quoi. Oui, tout à fait. Beaucoup de garçons aussi qui entrent dans les ordres, et ce qui fait que vous n'avez que 2 héritiers finalement, et il suffit d'un accident, tout à fait d'accord. Je ne crois pas qu'on pratique la restriction de naissance, malgré tout, parce que il y a ces dangers que vous évoquez, mais il y a beaucoup d'enfants qui sont destinés au clergé, qui disparaissent de l'héritage finalement, et donc il y a toutes ces familles qui tombent en quenouille, c'est-à-dire que c'est une branche maternelle qui héritera du fief, tout à fait. Alors il y a des méthodes de politique pour éviter que ce soit pas trop voyant. On va transmettre le nom au neveu par sa femme, les armoiries aussi, les symboles, vous voyez, donc il y a des changements onomastiques, c'est assez souple au Moyen-Âge encore, il n'y a pas d'état civil, donc il y a cette possibilité de faire comme si il n'y avait pas eu de descente, de disparition de la famille. La dynastie trouve son chemin au fur et à mesure. Pour revenir à la question de la guerre, quand vous étiez en train de boire un petit coup d'eau, on réfléchissait à ça, c'est la place des piétons aussi. Oui. Est-ce qu'il y a peut-être... c'est vrai qu'eux ont moins la part belle dans les écrits, c'est vrai qu'on laisse plus de la place aux chevaliers. Est-ce qu'il y avait un rapport de force entre les piétons et les chevaliers, ou en tout cas peut-être une forme de condescendance des chevaliers envers les piétons qui étaient plus nombreux? Oui, c'est des sujets qui sont mal connus, les piétons, parce que les sources, les gens qui écrivaient à l'époque se centraient surtout sur la noblesse. Et puis on sait que sur les champs de bataille, ils n'ont pas encore le rôle qu'ils joueront à l'époque de la guerre de 100 ans, à partir du XIVe siècle. Très souvent, ils appartiennent à des catégories subalternes de la noblesse, voire pas du tout à la servitude ou à la paysannerie, ces piétons. Mais vous avez aussi de cavaliers, qu'on appelle les milites servientes, de sergents à cheval, qui sont roturiers, qui sont mercenaires. Les piétons peuvent jouer un rôle sur les champs de bataille, mais il n'est pas encore très important. Ils peuvent être serviteurs, un peu des écuyers, mais en principe, l'écuyer, c'est aussi un jeune noble qui est en train d'apprendre le métier de la chevalerie.
Donc à l'époque, les milices urbaines aussi interviennent de plus en plus. À l'époque de Guillaume le Maréchal, ça commence à se répandre. Et parmi les bourgeois, il y a des cavaliers. Mais je pense que la milice urbaine, telle qu'on la connaît à la fin du Moyen-Âge, presque exclusivement avec des fantassins, n'est pas encore très répandue. Donc les piétons, c'est vraiment des subalternes. Ah, ok, d'accord. Mais en nombre, ils sont plus nombreux que les chevaliers sur le champ de bataille, ou est-ce que c'est les chevaliers qui sont... Mon idée que les chevaliers, mais il faudrait que je fasse l'étude plus pointue, mais ceux qui apparaissent dans la documentation, ce sont des chevaliers, surtout dans les chroniques, où on a le plus de descriptions de batailles. Il faudra attendre le XIIIe et le XIVe siècle pour qu'il y ait de plus en plus de piétons. Là, ils sont balayés par la force du conroi, par la force du cavalier avec sa pique, avec sa lance. Les piétons comptent très peu. Alors, il y a des ingénieurs, il y a des gens qui savent prendre des places fortes, qui savent aussi creuser des tunnels sous l'enceinte, sous la courtine. Donc, on voit aussi des techniciens, et surtout au contact de la Terre Sainte avec la croisade, où il y avait en avance un polyurcétique. La polyurcétique, c'est l'art des sièges, qui était considérable. Donc les gens qui reviennent ici apprennent beaucoup de techniques et importent des techniques. Par exemple, le feu grégeois, lancer des feux dans des catapultes. L'exemple le plus précoce en Occident, 1151, c'est au nord du Poitou et au sud de l'Anjou, sur la Loire, le château de Montreuil-Bellay, qui a été pris par Geoffroy Plantagenet, le père d'Henri II, le mari de l'impératrice Mathilde d'Angleterre. C'est la première mention de bombes incendiaires. Donc il y a des techniques qui apparaissent, et pour cela vous avez besoin de gens qui sont formés à ces arts. Et dans la comptabilité anglaise, on a aussi pas mal d'ingénieurs. Donc ça, c'est les roturiers qui interviennent dans la guerre. Et aussi, il y a des mercenaires. Mercadier, le bras droit de Richard Cœur de Lion, qui est d'une origine tout à fait roturière, qui n'est pas du tout noble, mais il recevra en récompense un château, donc dans la Genée, près de Bordeaux et de Toulouse. Vous voyez, c'est donc, et là encore, il pourra grimper, ou ses enfants, l'échelle sociale, mais c'est encore rare. Super. Moi, j'ai une question aussi sur la formation du chevalier. Est-ce qu'elle diffère selon les régions? Est-ce qu'on trouve une forme on va dire de façon de faire un peu similaire un peu partout, on va dire dans l'Europe occidentale? Oui, malheureusement, il y a peu de documents, à l'exception de l'Europe du Nord, où il y a beaucoup de chroniques pour le XIIe siècle, sur la façon dont ça pouvait se passer, puisque l'enfant intéresse peu les éducateurs avant le XIIIe, XIVe siècle. On voit les premiers traités pédagogiques, mais que l'on aille se former chez un proche parent, avec des troupes de jeunes de son âge, ça paraît assez normal, assez répandu en Occident. Le voyage aussi, la chevalerie errante, tout cela fait partie de la formation des jeunes. Après, dans le château, quand on est petit, on a la possibilité de monter des poneys, de monter des chevaux petits. On a aussi la possibilité d'avoir des maîtres d'armes qui vous initient au maniement de l'épée, du bouclier, aux techniques de l'escrime. Ça fait partie de l'éducation de tout noble, mais il n'y a pas à mon avis, il n'y a pas une grande différence entre le Nord et le Sud dans ce domaine. Et on parle aussi d'une cérémonie, une cérémonie de l'adoubement. Elle est présente dans les sources, cette cérémonie, et comment elle se déroule? Oui, l'adoubement apparaît partout en Occident. On le sait dans les chartes, parce qu'avant l'adoubement, vous êtes un damoiseau, domicelus en latin, et ensuite, vous avez ce titre honorifique de miles, chevalier. Donc c'est clair. Et puis parfois, pour connaître l'âge de quelqu'un, dans des enquêtes, on dit avant qu'il fût adoubé, après son adoubement. Donc l'adoubement est encore très fréquent au XIIe. Au XIIIe siècle, ça devient trop cher. Les gens n'y accordent plus tellement d'importance. Puis avec les nouvelles armées de type royal, ça tend à disparaître. C'est une cérémonie extrêmement riche. Au départ, l'adoubement est très simple. C'est l'initiation d'un jeune guerrier, un combattant auquel on donne des armes. Il faut qu'il éprouve de la douleur, qu'il éprouve sa capacité de résister, d'appartenir au monde des adultes, de quitter l'enfance. Donc d'où la collée, le soufflet
Auparavant, c'était peut-être avec des blessures plus profondes, on le sait par des sociétés guerrières plus anciennes, mais là c'est assez doux au XIIe siècle. Et puis bien sûr, il y a tout cet aspect religieux, chrétien. Il faut veiller les armes dans une chapelle, les armes font l'objet de bénédictions, on les reçoit pendant la messe de Pentecôte, au printemps, avec des sermons qui sont adaptés au métier du chevalier. Là, on est déjà dans un contexte beaucoup plus chrétien. Sur l'épée aussi, justement, c'est qu'on reçoit pendant l'adoubement et qui va être, comme dit, sacré. Qu'est-ce que ça représente, l'épée, dans la société médiévale, pour celui qui la porte et ceux qui la voient porter? Oui, l'épée, la plupart du temps, il peut y avoir des exceptions. Non, mais attends, je vais être clair, parce que si on entre dans les nuances, l'épée est un symbole de chevalerie, donc de noblesse. L'épée aussi, pour ceux qui ont les moyens, est mise dans un très beau baudrier, dans une fourrure où il y a des pierres précieuses. Donc c'est quelque chose de très voyant. La possibilité de tuer, symboliquement, c'est la plus ancienne arme de l'histoire, puisqu'auparavant on avait des arcs, des flèches, des lances pour chasser, pas pour s'entretuer. Et avec la forge, on a inventé cet instrument. L'épée a très souvent une telle identification avec son porteur qu'on lui donne une vie propre, comme si elle pouvait parler, comme si elle pouvait bouger. C'est elle qui tue. Et quand vous tuez quelqu'un, c'est une très grosse responsabilité, même si c'est en service commandé. Et donc, vous essayez de vous dégager de cette responsabilité sur un objet qui est vivant, qui a sa propre force. Donc l'épée fait l'objet de légendes. Et il y a des épées mythiques que l'on s'arrache, surtout pour les duels judiciaires, parce qu'on sait que si on en est porteur, on va vaincre ses adversaires. Donc l'épée, effectivement, est un objet culte du Moyen-Âge, de la chevalerie. Justement, en parlant de la chevalerie, moi c'est une des dernières questions que je vais avoir à vous poser, c'est à la fin de la chanson de Guillaume le Maréchal, il parle de la fin de quelque chose, Guillaume, lié à la chevalerie. Est-ce que au XIIIe siècle, la deuxième partie du XIIIe siècle, on voit une évolution de la chevalerie dans sa forme, dans ce qu'il incarne? Oui, la chevalerie se modifie beaucoup au XIIIe siècle, en particulier par la croissance de la royauté, de l'administration, le contrôle des fiefs par le roi, la centralisation. Donc cette société féodale perd un peu de sa consistance et désormais il y a une monarchie qui est féodale. Tous les hommages convergent vers le roi. Et le roi a des moyens. Le roi peut verser des soldes. Le roi peut constituer aussi des armées des métiers avec des mercenaires, des gens compétents qu'il va payer. Bien sûr, l'armature, le cœur de cette armée, c'est toujours l'aristocratie, c'est toujours la chevalerie, mais il y a une évolution qui agrandit le nombre de combattants et qui ne la limite plus à la seule chevalerie au sens propre, à la seule noblesse. Donc il y a un changement qui est extrêmement important dans ce groupe social. Bon, mais malgré tout, la noblesse reste jusqu'à l'époque moderne le cœur des armées, même au-delà, chez les officiers des armées de type moderne. Donc même si elle reste centrale, elle est peut-être un petit peu diluée dans une armée qui va être un petit peu plus établie, plus professionnelle peut-être? Oui, c'est bien dit, la professionnalisation de l'armée, l'armée de métier, avec beaucoup de mercenaires. Alors ces mercenaires viennent de loin parfois. C'est des Brabançons, c'est des Basques, c'est des Navarrais, pour employer le vocabulaire des conciles de l'Église qui les condamnent à cause de leurs exactions. Ce sont des gens aussi qui n'ont pas du tout les mêmes codes que la chevalerie traditionnellement, du moins d'après le discours de l'aristocratie contre ces mercenaires. Donc il y a une sorte de mépris aussi, mais l'armée est en train d'évoluer, oui, dans le sens d'une ouverture indéniable, avec l'apparition aussi des milices urbaines. Les villes désormais se cotisent pour avoir leurs propres troupes, surtout qu'elles ont obtenu des franchises, qu'elles ont obtenu une commune, une organisation municipale indépendante avec son conseil, et qu'elles peuvent décider qu'elles ont besoin aussi de se défendre. Donc parmi leurs membres, elles vont lever des troupes de piétons en particulier. Donc ça fait qu'on est déjà dans un autre monde au XIIIe siècle par rapport à ce que Guillaume le Maréchal avait connu.
Oui, c'est ça, une sorte de féodalité qui se dilue un petit peu dans ce qui va après peut-être se retranscrire dans la guerre de 100 ans, avec une forme de notion un peu plus patriotique, entre guillemets, mais un peu plus nationale, de on se bat pour le royaume et moins pour son fief, et du coup là où le chevalier a tout son sens dans un contexte très local. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est mourir pour la patrie, les symboles de la nation France. Il y a un très beau livre qui s'appelle « Naissance de la nation France », donc que sais-je, depuis le coq jusqu'à la fleur de lys. On s'identifie aussi beaucoup à la dynastie royale, mais et puis la royauté devient abstraite. La couronne, ce n'est pas seulement le chapeau avec quelques fleurons et des pointes, c'est une abstraction, la couronne. Et il faut se vouer à cette couronne qui vous dépasse d'une certaine façon. Il faut donc donner sa vie pour les autres, pour cette nation, pour ce royaume. Donc il y a une sorte de verticalisation du pouvoir qui s'opère, et où, du coup le chevalier se défend moins lui-même, mais se regarde beaucoup plus vers le haut, vers la couronne, justement comme vous le disiez. Oui, le chevalier est de plus en plus au service du roi, au service du royaume. En même temps, il tire son épingle du jeu, parce que le roi a de plus en plus de ressources, donc c'est une sorte de féodalisme centralisé. Et en enregimentant les nobles, en les mettant dans son armée, en leur imposant une discipline, il a aussi en contrepartie le devoir de les solder, de les payer. Et il n'y a aucun complexe désormais pour un noble à percevoir de l'argent. D'ailleurs, je crois qu'il jamais il n'y avait eu de complexe, puisque vous avez des milites stipendarii, solidari, des chevaliers soldés ou des chevaliers stipendiés depuis le XIIe siècle. Donc l'argent a toujours circulé dans ce milieu. Mais la nature de l'échange évolue un petit peu entre le chevalier et le roi. Non, mais pour moi, j'ai posé mes questions. Est-ce que vous en aviez d'autres? Alors les bacheliers, ce sont des jeunes, des jóvenes, c'est le terme français, qui désigne cette classe d'âge, mais aussi ces statuts de célibataires. Et ces jeunes bacheliers ont une grande mobilité. Ce sont des nomades, ce sont des chevaliers errants qui se mettent au service du plus offrant. Et ils apparaissent aussi beaucoup dans les romans de chevalerie, puisqu'ils sont au cœur de ces ascensions sociales ou de ces exploits individuels qui sont remarquables et qui donnent un sujet passionnant pour les romanciers. Justement, en parlant de chevaliers, est-ce qu'on a une idée du nombre de chevaliers qui ont... Oh là. C'est ce que c'est, parce qu'il y a... Non, mais c'est une bonne question, mais on est dans une période pré-statistique. Parce que je sais que, pour le coup, Jean Fleury remettait un peu en question le nombre de chevaliers que des fois les chroniqueurs de l'époque pouvaient... Il disait que, par exemple, même dans la chanson de Guillaume de Maréchal, on parle d'un tournoi à Lény, il parle de 3000 chevaliers, et il dit, bon, sûrement que c'était... Enfin, en tout cas, Lény... sûrement que c'était moins de chevaliers, puisque Hasting, il me semble, c'est 6000 chevaliers, par exemple. Donc, non, ça paraît exagéré. Les gens du Moyen-Âge n'ont pas le même rapport aux chiffres que nous. Mais ce matin, je lisais la chronique de Giselbert de Monts. On est à 1183. Le comte d'Hainaut mène de campagne contre le comte de Flandre ou contre ses voisins. Et puis, ce moine, qui est assez bien renseigné, parle de 300 chevaliers dans sa troupe. La bataille de Brémul aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai oublié les chiffres, mais ça ne dépasse pas les 400, 500 combattants, de 300 pour chaque camp, hein, du roi de France et du roi d'Angleterre. Donc ce sont des petites troupes encore, ce n'est pas les grandes masses de la fin du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Et il y a aussi, dans la chanson de Guillaume le Maréchal, il parle de la maisonnée de la Ménie. La Ménie, oui, parce que c'est la famille. C'est-à-dire que pour ces gens, la famille, ce n'est pas comme pour nous, le couple et les enfants ou les grands-parents. Il ne faut pas nécessairement avoir des liens de sang pour être dans une famille. Vous pouvez être le domestique, le sergent, l'écuyer. Vous faites partie de la ménie, de la maisonnée. Oui, maisonnée, oui, ça veut dire. Et parce qu'il disait, Guillaume le Maréchal fait partie de la ménie. Voilà, de Patrice de Salisbury. C'est ça, de Patrice de Salisbury. Et du coup, j'avais du mal à comprendre. Le chevalier autour de lui. Il parlait aussi, même quand il était avec Henri le Jeune, il disait qu'il faisait partie de la Ménie et que c'était le meilleur chevalier de la Ménie. Allez, il faut que vous partiez, sinon vous n'aurez pas le temps de dîner non plus et vous avez une heure. Non, mais on n'avait pas forcément d'heure, mais en tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant, c'était super. C'est une équipe très sympathique, c'est bien.